Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler des crises biologiques au cours des temps géologiques. On va parler de faits et on va parler aussi d'hypothèses qui permettent de relier, comme on le verra, le premier phénomène, les crises biologiques, et l'élaboration de l'échelle des temps géologiques. Alors, on va commencer tout de suite par une question que je pose généralement quand j'ai la chance de faire ce cours devant un amphi et devant des étudiants physiques, et pas un visio-cours devant un écran. Donc cette question c'est: qu'est-ce qu'une crise biologique? Alors on peut se servir de cet exercice-là, vous pouvez essayer d'y répondre, même si vous êtes seul, même si vous êtes vous-même devant un écran et que vous entendez juste ma voix, vous pouvez essayer d'y répondre. Alors, en général, quand on vous pose une question, qu'elle est simple et qu'elle demande des connaissances de vocabulaire notamment, vous pouvez toujours tout de suite commencer par essayer de définir les mots qui composent, qui sont dans ce vocabulaire. Donc, crise et biologique, il faut peut-être définir une crise et puis biologique. Donc, une crise biologique, à quel élément elle se réfère? Bien, aux éléments biologiques. Biologiques, c'est-à-dire les organismes. Et crise, c'est comme pour une crise économique, comme une crise de rhumatisme, c'est un moment désagréable. C'est un moment où on va avoir une poussée de quelque chose de désagréable. Et quelque chose qui est désagréable pour les organismes, ça va se traduire, bien évidemment, par une réduction des effectifs pour chaque espèce, voire des disparitions pour certaines espèces, certains genres, certaines familles. On a déjà évoqué la question lors du dernier cours. Et puis, effectivement, c'est des moments où on va avoir une réduction de la biodiversité, de la diversité biologique. Cette réduction de la biodiversité, elle va se traduire, elle va pouvoir être observée, c'est un fait, elle va pouvoir être observée dans ce qu'on appelle le registre fossile. En tout cas, pour le passé. Aujourd'hui, il y a une érosion de la biodiversité, on peut compter les espèces présentes sur Terre et dans les mers, et se rendre compte, année après année, du nombre d'espèces qui ont disparu. Dans le registre fossile, c'est exactement la même chose qu'on va faire en se penchant sur le passé et en allant étudier les fossiles qui sont piégés dans les roches. Et vous voyez tout de suite le lien qu'on peut faire entre biologie et géologie. Et en un sens, il y a même une discipline pour cela, la discipline qui fait le pont entre la biologie et la géologie, c'est, là aussi on l'a évoqué la semaine dernière, au cours du dernier cours en tout cas, c'est la paléontologie. Alors, comment maintenant peut-on passer de la définition d'une crise biologique au découpage des temps géologiques? D'ailleurs, on n'a toujours pas défini précisément ce qu'était une crise biologique. J'y reviens. Une crise biologique, et notamment du passé, dans le passé, c'est un ensemble de phénomènes qui conduit à une augmentation de l'extinction des espèces à l'échelle globale et sur une période courte. Donc la balance entre la disparition des espèces et l'apparition de nouvelles espèces est largement en défaveur de l'apparition, largement en faveur de l'extinction. On va avoir une diminution de la diversité. C'est présent à l'échelle globale et sur une période courte à l'échelle des temps géologiques. Et alors justement, comment ils sont découpés ces temps géologiques? Là encore, c'est une question que j'ai l'habitude de poser en amphithéâtre. Là, c'est un peu plus difficile, je vous la pose
virtuellement, ces temps géologiques, ils sont découpés de nombreuses manières. Ils sont d'abord, on le dira, découpés en ères. R, E accent grave, R, E, S. L'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire et le quaternaire. Ils sont également découpables de manière régulière en années, comme le temps biologique. Mais ces années, on va les compter en géologie par milliers, millions ou milliards. Alors qu'en biologie, le temps biologique, ça va être pour des humains, par exemple, la génération. La génération, c'est le temps pour que le patrimoine génétique des deux parents puisse être transmis à leur progéniture. En tout cas chez les humains, pour une reproduction sexuée. Le temps biologique ou le temps physique, tel qu'on peut le calculer, il va s'exprimer en secondes, en minutes, en jours, en semaines, même en lune, en marée, avec des cycles essentiellement annuels. Ces temps géologiques, eux, ils sont découpés donc en millions ou en milliards d'années, et ils répondent, eux aussi, à des normes de découpage particuliers. C'est très peu intuitif comme notion. On est habitué au temps biologique. Arriver à appréhender les temps géologiques, c'est beaucoup plus compliqué et ça nécessite pas mal de temps. C'est la raison pour laquelle un cours entier est dédié à cette thématique. Alors voilà comment ils sont découpés formellement. C'est ce qu'on appelle l'échelle des temps géologiques. C'est une version qui n'est pas la toute dernière version, elle date de 2012, mais elle présente l'avantage d'être en français. Alors ces temps géologiques, il faut savoir comment on les lit. Vous avez ici, je mets le pointeur, les temps géologiques qui commencent à la formation de la Terre. La formation de la Terre, c'est il y a 4,6 milliards d'années, 4600 millions d'années. Le tout début de l'histoire de la Terre, c'est ce qu'on appelle l'Adéen, c'est-à-dire la période dédiée à Hadès, le dieu des enfers, tellement on pense qu'il faisait chaud sur Terre. Pas la peine de chercher de la vie à cette époque-là. Et puis, on a un néon, c'est-à-dire une période très longue, qui s'appelle le précambrien, qui inclut l'Adéen, l'Archéen et le Protérozoïque. Cette période du précambrien, vous voyez, elle dure jusqu'à 541 millions d'années, c'est-à-dire qu'elle va durer plus de 4 milliards d'années. Donc à elle seule, elle va durer beaucoup plus longtemps que toutes les tranches de temps qui sont représentées ici sur les trois périodes à gauche. Le standard de lecture, on est en géologie, donc il est de bas en haut. Le temps s'écoule de bas en haut. Deuxième règle, le temps va aussi s'écouler de droite à gauche. Donc de bas en haut, puis de droite à gauche, de bas en haut, droite-gauche, bas, haut, droite-gauche, bas, haut. Si vous avez bien réfléchi et que vous avez suivi ce raisonnement, on est ici en haut à gauche. C'est le temps le plus récent, c'est ce qu'on appelle l'Holocène. C'est aujourd'hui, demain, la fin du confinement. Alors, ces temps précambriens, revenons-y, vous voyez qu'ils sont découpés arbitrairement par centaines de millions d'années. En fait, si un terrain a entre 1600 et 1800 millions d'années, il appartient au système statérien du Paléoprotérozoïque. En revanche, pour les périodes plus récentes, on a des chiffres précis, parfois avec des barres d'erreur. Ces chiffres plus précis correspondent à des datations qui ont été établies, des datations radio-isotopiques. Alors ce n'est pas du carbone 14 qui a permis de dater, puisque le carbone 14 est limité aux 45 à 50 derniers milliers d'années, mais
l'équivalent avec la désintégration d'isotopes mères en isotopes filles, qui sont le rubidium et le strontium, l'uranium et le plomb, tout un tas d'autres éléments qui se décomposent au fil du temps et qui permettent de retrouver un âge. Après le précambrien vient une période qui est tellement importante dans l'histoire de la Terre et de la vie qu'on lui a donné le nom de cambrien. Plus exactement, avant le cambrien, tout s'appelle précambrien, tellement cette période est importante. Vous voyez que ce cambrien appartient à une ère qui s'appelle l'ère primaire ou le paléozoïque. Ce paléozoïque commence par le cambrien. On verra pourquoi il y a une rupture pareille entre précambrien et cambrien tout à l'heure. Lui fait suite l'ordovicien, puis le silurien, le dévonien, et enfin le carbonifère et le permien. On est toujours au paléozoïque. La fin du paléozoïque intervient à 252 millions d'années. Après le paléozoïque, ou vie ancienne, période de la vie ancienne, on a le Trias. Le Trias commence à 252 millions d'années, c'est le début du Mésozoïque. Il s'arrête, il s'achève à 201 millions d'années et c'est le début du Jurassique. Ce Jurassique, qui est très connu pour des raisons cinématographiques, s'achève quant à lui à 145 millions d'années. Et c'est le temps du Crétacé, ici en vert. Ce Crétacé correspond au dernier système du Mésozoïque. Le Mésozoïque, ça veut dire la vie du milieu, la période du milieu de la vie. Ce Crétacé, et donc le Mésozoïque, s'achève il y a 66 millions d'années. C'est à cette époque-là qu'un nombre de phénomènes classiques interviennent dans ce qu'on appelle la crise Crétacé-Paléogène. Et oui, vous voyez ici, ce système c'est le Paléogène. Débute une nouvelle ère qui s'appelle le Cénozoïque, qui regroupe l'ancien tertiaire et quaternaire. Le tertiaire étant le Paléogène plus le Néogène, et le quaternaire étant le Pléistocène plus l'Holocène. Ces 66 derniers millions d'années, vous le voyez, correspondent donc au Cénozoïque, la période de la vie récente. Cène, kainos, c'est récent. Et vous voyez, pour vous en souvenir, que toutes les séries correspondant ou appartenant au Cénozoïque ont leur nom qui se termine par Cène, Cène, Cène. D'abord le Paléocène, l'époque récente la plus ancienne, Paléo. L'époque récente de l'aube, ou l'aube de l'époque récente, l'Éocène. L'époque peu récente, Oligocène. L'époque mieux ou plus récente, le Miocène. Puis le Pliocène, l'époque plus récente. Le Pléistocène, l'époque très récente. Et l'Holocène, l'époque entièrement récente. Et vous voyez que les chiffres, là encore, sont de plus en plus précis. L'Holocène a commencé il y a un peu moins de 12 000 ans. Voilà l'échelle des temps géologiques. Et comment ces temps géologiques ont-ils été découpés? Pourquoi y a-t-il un découpage entre le Permien et le Trias? Et donc entre le Paléozoïque et le Mésozoïque? Entre le Crétacé et le Paléogène, donc entre le Mésozoïque et le Cénozoïque. Comment reconnaît-on les différences entre l'aquitanien et le burdigalien? Bien, tout simplement, ce découpage des temps géologiques, on va voir qu'il est étroitement lié à la biologie des organismes et aux crises biologiques qui ont marqué l'histoire de la vie sur Terre.
En premier lieu, ça fait très longtemps, pratiquement 2 siècles, que les géologues et les paléontologues ont pu découper les temps géologiques en ères sur la base de grands changements dans la composition des assemblages d'organismes. Ici, de gauche à droite, on a le temps, et en ordonnée, on a l'abondance des espèces ou la biodiversité. Au début, on a très peu de diversité, puis elle augmente, elle augmente, elle augmente au Paléozoïque, elle connaît une première crise, puis elle augmente cette biodiversité, et enfin une grosse chute qui met quasiment fin à cette vie dite paléozoïque. Et puis, d'autres organismes prennent le relais. Une autre couleur ici. Ils vont prendre le relais pendant le Mésozoïque, et c'est ce que Phillips a appelé la vie mésozoïque. On voit qu'on a quand même des montagnes russes avec des périodes de petites crises, et puis une grande crise qui va voir disparaître la plupart des espèces du Mésozoïque, notamment à la fin du Crétacé. Ces espèces sont elles-mêmes relayées par de nouvelles espèces qui leur sont ou non apparentées et qui vont constituer ce qu'on appelle la vie cénozoïque. La diversité semble ne faire qu'augmenter, on va voir que ce n'est pas tout à fait le cas, jusqu'à une diversité maximale aujourd'hui. Sur ce schéma un peu plus complexe et un peu plus complet à la fois, on a le temps qui s'exprime encore de gauche à droite, la diversité ici exprimée qui correspond au nombre de genres des animaux marins sur l'ensemble paléozoïque, mésozoïque, cénozoïque, c'est-à-dire sur le phanérozoïque, la période où la vie est en surface. Ces 540 millions d'années, depuis le Cambrien jusqu'à l'actuel, présentent une diversité d'organismes qui fluctuent considérablement au cours des temps. On voit que la diversité, globalement, monte pendant le début du Paléozoïque jusqu'au Dévonien, avec une grosse baisse de la diversité. C'est une crise majeure, plusieurs fluctuations mineures, puis une augmentation considérable à la fin du Paléozoïque, au Permien, une énorme chute, la plus grande de tous les temps, à la fin du Permien. C'est la limite entre le Paléozoïque et le Mésozoïque, on va le voir tout à l'heure. Et puis les montagnes russes, avec chute entre le Trias et le Jurassique, montagnes russes, chute entre Jurassique et Crétacé, montagnes russes, chute entre le Crétacé et le Paléogène, et d'autres petits phénomènes de crise jusqu'à l'actuel. Vous voyez ici avec les traits rouges les 5 crises majeures de l'histoire de la vie sur Terre. Alors comment ça se passe, une crise dans le détail? Eh bien, dans le détail, une crise est provoquée par l'émergence d'une ou de plusieurs causes néfastes. En gros, quelque chose, un phénomène ou plusieurs phénomènes qui viennent troubler l'équilibre des écosystèmes d'avant la crise. En premier lieu, cette crise, elle va toucher ce qu'on appelle les exterminés, les organismes exterminés. Ces organismes exterminés vont disparaître pendant la crise à jamais. C'est la cause néfaste qui entraîne une baisse de leur effectif, de leur démographie, et ils disparaissent à jamais. Une fois qu'ils ont disparu, ils ne réapparaissent plus, bien évidemment. Leur groupe s'éteint. De l'autre côté du schéma, on a ce qu'on appelle les survivants. Les survivants, c'est tout simplement des organismes qui existaient avant, qui appartiennent à plusieurs sous-types, les préadaptés ou les généralistes écologiques, qui vont subir la cause néfaste pendant la crise, avoir un effectif qui réduit ou qui fluctue jusqu'à la fin de la cause néfaste et qui vont retrouver leur effectif originel
à peu de choses près, après la crise. Ceux-là, ce sont les survivants. De la même manière, on a des survivants plus rares, parfois beaucoup moins importants en termes de biodiversité, qui s'appellent les taxons Lazare. Ces taxons Lazare, ce sont des espèces qui se réfugient ailleurs pendant la cause néfaste, ou les causes néfastes, et qui vont revenir, ou non d'ailleurs, dans leur aire géographique d'origine. Alors la aire, on l'écrit A-I-R-E, dans la région d'origine, à la fin de la cause néfaste. Par exemple, on a les sélacantes. Les sélacantes, ce sont des poissons en nageoires charnues qui, à la fin du Crétacé, vont se réfugier dans les grands fonds marins et ne plus les quitter. Avant, ils vivaient sur la plateforme et ensuite, ils se sont réfugiés dans les fonds marins où ils ont trouvé des conditions de vie beaucoup plus stables et beaucoup moins de compétition avec d'autres organismes. Ils y sont encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les taxons Lazare. En dernier lieu, une autre catégorie d'organismes s'appelle les profiteurs. Ils existaient avant la crise, ils vont se développer, se diversifier et gagner une abondance considérable pendant la crise, mais toutes les bonnes choses ayant une fin, ils vont, à la fin de la crise, à leur tour, connaître une baisse de leur effectif et, la plupart du temps, disparaître intégralement. Alors, on va prendre un exemple. Exemple d'un groupe que vous connaissez probablement, sont les céphalopodes à coquille externe, et ici, ils sont représentés par l'intermédiaire du seul représentant actuel, qui s'appelle le nautile. Donc ce sont des céphalopodes, des mollusques qui ont la tête et les pieds au même endroit, et qui sont dotés d'une coquille externe. Ces céphalopodes, vous le savez, vivent dans la coquille, dans la loge d'habitation, qui communique avec les autres loges plus anciennes de quand l'animal était plus petit, par l'intermédiaire d'un siphon. Ces animaux sont capables de jouer sur la pression interne ici, à l'intérieur de la coquille, en faisant circuler un fluide aussi lourd que l'eau ou des gaz plus légers, de manière à naviguer en haut, en bas, à la manière d'un sous-marin. Ces animaux ne sont plus représentés aujourd'hui que par les nautiles, mais ils ont eu un passé glorieux avec une très grande diversité en termes de taxons, le nombre d'espèces de genres, pendant le Phanérozoïque. En particulier, ici, vous avez à gauche une ammonite. Cette ammonite gigantesque, ici, est un très grand représentant d'un groupe extrêmement abondant pendant le Mésozoïque, les ammonoïdes. Ici, vous voyez la loge d'habitation de ce magnifique fossile transformé en pyrite, en sulfure de fer qui s'appelle pyrite, et vous avez ici une reconstitution d'une ammonite avec son opercule, ses tentacules, ses yeux, qui ressemblent beaucoup à ceux des pieuvres et des calmars. C'est le même grand groupe, les céphalopodes. Ici, vous avez un schéma de l'évolution de la diversité du groupe des ammonoïdes pendant le temps, pendant les temps géologiques, sur les 400 derniers millions d'années. Le temps se lit de bas en haut. À partir d'une racine unique, donc c'est un groupe qui a un ancêtre commun et des descendants, plus ou moins nombreux selon les périodes, on voit que pendant le Dévonien, on a une grande diversification, et puis une première crise à 360 millions d'années qui vient décimer ces groupes-là. On n'a que 3 survivants. Ces 3 survivants vont s'éteindre, se diversifier ou se diversifier selon les cas.
Deuxième crise à la fin du Permien, où 2 groupes s'éteignent purement et simplement, cependant que 3 autres vont pouvoir encore exister, l'un sans se diversifier pendant le Trias, et l'autre en se diversifiant considérablement. Cette diversification considérable, elle est là le fait d'un groupe qui s'appelle les cératites, qui va considérablement se diversifier pendant le Trias, mais seulement pendant le Trias, et s'éteindre à la fin du Trias. Le deuxième groupe étant celui des ammonites vrais, déjà constitué de 3 branches au Trias, et qui pendant le Jurassique va connaître une explosion de la diversité, cette explosion de la diversité devenant carrément considérable au Crétacé. Au Crétacé, ces ammonites vont se spécialiser, vont chacune d'entre elles être très distinctes des autres et vivre dans des conditions très particulières. Les conditions vont changer de manière brutale, on va le voir tout à l'heure, à la fin du Crétacé. Tout le groupe s'éteint, c'est l'extinction intégrale des ammonites, pour la 4e crise qu'elles auront connue, 4e crise majeure, à la limite entre le Crétacé et le Paléogène ou le Tertiaire. Finalement, on voit que ces crises, 1, 2, 3, 4, et on en a même une 5e ici, ces grandes crises, elles vont permettre la libération de niches écologiques, c'est-à-dire de conditions particulières ou d'endroits de l'environnement, répondant à des conditions particulières, qui vont pouvoir, après la disparition de certaines espèces, être de nouveau occupées par de nouvelles espèces. Ça, c'est le fait de ce qu'on appelle des radiations évolutives. Radiation, c'est un peu comme les rayons d'une roue de vélo. Depuis le cœur, on va voir rayonner toute cette nouvelle diversité, avec une diversité qui va diverger à partir d'un ancêtre commun. Cette diversité explose et c'est à ce moment-là qu'on va avoir des innovations morphologiques à partir d'un seul patron morphologique, un seul type morphologique. On va voir émerger de très nombreux types morphologiques, ici, là, ou encore là. Finalement, l'histoire du monde vivant est une succession de crises et de radiations évolutives. De radiations et de crises. Attention, ces radiations et ces crises n'ont rien de cyclique. Elles succèdent les unes aux autres, mais il n'y a pas de périodicité dans ces phénomènes. Très peu. Alors ici, on va voir un autre exemple. Cet exemple, c'est l'arbre des métazoaires. Les métazoaires, ce sont, comme vous le savez, on appelle aussi les animaux. Le groupe le plus basal, c'est les éponges. Et puis on a les chordés, incluant notamment les vertébrés. Et puis tout un tas de groupes dont vous connaissez parfaitement les noms, puisqu'il s'agit des embranchements actuels de ces animaux, de ces métazoaires. Ce qui choque, ou ce qui frappe le regard immédiatement, c'est le fait que, au Cambrien, tous les groupes, ou presque, sont déjà présents. Avant, on suppose qu'ils pouvaient être présents puisque leurs ancêtres étaient plus anciens que les descendants. Si on a des représentants des vertébrés dès le Cambrien, des représentants des éponges dès le Cambrien, ça signifie que l'ancêtre commun des deux groupes était bien évidemment présent largement avant. On ne le connaît pas forcément à l'état fossile, mais on peut le supposer. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que au Cambrien, tous les groupes apparaissent dans le registre fossile. C'est ce qu'on appelle aussi l'explosion cambrienne,
Et c'est ce qui explique qu'on a, avant le Cambrien, une période de 4 milliards d'années qu'on appelle le pré-cambrien. Avant, on ne connaît presque rien, pas grand-chose. Ensuite, tous les embranchements actuels ou presque d'animaux sont présents et donc on a une bien meilleure connaissance de la biodiversité de l'époque, cette paléobiodiversité, mais également une bien meilleure connaissance de leur biologie, puisqu'il s'agit manifestement de représentants de groupes qu'on connaît encore aujourd'hui et donc qu'on peut interpréter par le phénomène d'actualisme. Ici, on a une représentation d'une autre manière avec une courbe de la diversité où on voit qu'on a une augmentation exponentielle de la diversité taxonomique, donc du nombre d'espèces, de genres, entre la fin du précambrien, qui s'appelle également le Vandien ou l'Édiacarien, et Cambrien. Donc cette courbe correspond à une radiation évolutive dans un mode où de nombreuses niches écologiques étaient disponibles avant. Et donc là, après, on va avoir une explosion du nombre de patrons biologiques, de patrons morphologiques et une utilisation de bien plus nombreuses niches écologiques. Tout ça, ça correspond également à l'apparition d'une innovation cruciale pour le vivant chez les métazoaires, et qui correspond au squelette minéralisé. Ce squelette minéralisé, on va le retrouver chez des organismes qui vont se doter d'une coquille, d'un test ou d'un squelette interne, comme chez les vertébrés. Alors comment expliquer cette explosion de la diversité des organismes au Cambrien? On va voir ce qui se passe avant, parce que les causes de l'actuel sont à chercher dans le passé, bien évidemment. La tectonique a eu de grosses conséquences sur le climat. Et vous le savez, le climat a des conséquences potentiellement sur la biodiversité. Il y a 600 millions d'années, vous voyez ici cette représentation de la géographie ancienne de la Terre, la paléogéographie de la Terre il y a 600 millions d'années. On est au précambrien supérieur, au Vandien, ou à l'Édiacarien. Il y a un supercontinent qui s'appelle la Rodinia. Ce supercontinent fait qu'il y a un seul continent et un seul océan. Le supercontinent de la Rodinia est centré sur l'Antarctique. Et vous voyez, il y a une calotte glaciaire sur l'Antarctique. Il y a des océans dénués de glace à l'équateur, mais très peu de terre et très peu de zones littorales autour de ces terres au niveau de l'équateur, c'est-à-dire dans les zones les plus chaudes. Ce supercontinent se disloque pendant la fin du Protérozoïque, du Précambrien, et on va avoir une migration de plusieurs continents depuis le pôle vers l'équateur, avec une déglaciation et des zones qui vont se retrouver sous une tranche d'eau peu importante en région équatoriale ou tropicale. Ça, c'est très propice à la vie. Et c'est ce qu'on appelle l'Édiacarien. L'Édiacarien doit son nom à un ensemble de collines en Australie, les collines d'Ediacara. Et depuis la découverte de ces ensembles de faune en Australie, on en a maintenant une bien meilleure connaissance presque tout autour du globe, surtout dans les zones tropicales de l'époque. Alors ça va être l'Australie, on l'a déjà dit, mais aussi la Namibie, la Mauritanie, la Russie, l'Angleterre ou Terre-Neuve au Canada. Ces organismes ressemblent à peu près à cela. C'est ce qu'on sait à partir de leur préservation. Alors la préservation, c'est sous forme d'empreintes, et seulement d'empreintes. Il n'y avait pas d'organisme à squelette minéralisé à l'époque. Et on a des modes de croissance très particuliers. Ici, on serait tenté de croire que c'était une plante. En fait, c'est un animal. Là aussi, c'est un animal. Là aussi, tout ça, en fait, ce sont des animaux.
on ne reconnaît finalement que ces proto-méduses. Tout le reste est des algues pour les végétaux. Tout le reste n'a pas de descendants actuels. On pense que ces organismes vivaient sur une plateforme marine peu profonde. Tous les organismes et toute la vie de l'époque sont restreints à la mer, à la vie marine. Et si on a l'impression ici qu'ils sont sur la terre ferme, en fait, c'est parce que on est au niveau du rivage, à marée basse. Ici, ce sont des stromatolites, ces constructions carbonatées générées par des organismes photosynthétiques qui ont besoin de l'eau. Et donc qui vivent et croissent sous l'eau pendant la marée haute et qui survivent pendant la marée basse. Venons-en maintenant à la limite entre le précambrien et le cambrien. Et là, on a ce phénomène de dislocation de la rodinia qui se poursuit avec tout un tas de mers autour des continents, avec des tranches d'eau très peu profondes qui sont particulièrement propices à la vie et un réchauffement. Il n'y a plus du tout de calotte glaciaire, un grand réchauffement. C'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître des assemblages tout à fait différents. Les assemblages du Paléozoïque basal, du Cambrien, qu'on retrouve essentiellement à Burgess au Canada et à Chengjiang en Chine. Ces ensembles sont constitués des premiers représentants des embranchements actuels, qui vont être par exemple les spongiaires, les éponges, les arthropodes, avec des trilobites ou des prototrilobites, d'autres arthropodes particuliers, des méduses, et tout un tas de groupes qui ont, les annélides par exemple, des représentants actuels aujourd'hui. Voilà Chengjiang, où on constate d'ailleurs que, selon qu'on est anglophone ou sinophone, manifestement on n'a pas le même intérêt pour les organismes. Vous voyez toutefois que ces organismes sont pour la plupart des représentants des groupes actuels et d'autres n'ont pas de représentants et sont complètement éteints. Cette période correspond en particulier à une diversification intense des modes de vie. Jusqu'alors, tous les organismes étaient au fond, benthiques, sur le fond. C'est toujours le cas. On a toujours des organismes qui sont benthiques et qui vivent sur le fond. On dit aussi épibenthiques. Mais certains n'hésitent plus à gagner le fond marin et vivent dans le fond. C'est ce qu'on appelle les organismes endobenthiques. Et enfin, d'autres vont gagner les niches correspondant à la tranche d'eau. C'est ce qu'on appelle les organismes pélagiques. Pélagiques, c'est ceux qui sont dans l'eau et pas sur le fond ou dans le fond. Ces organismes pélagiques vont être soit planctoniques, donc ils n'ont pas de mode de locomotion active, ils sont portés au gré des courants, contrairement aux organismes pélagiques nectoniques, qui eux, comme cet Anomalocaris ou cet Opabinia, sont capables de nager activement, ce qui permet par exemple à Anomalocaris de chasser activement des proies. Et oui, c'est à ce moment-là qu'on a la preuve de l'émergence d'un nouveau moyen pour trouver sa nourriture, la prédation. Cette prédation, elle est le fait d'organismes qui sont dotés d'un squelette externe, de parties minéralisées, ou chitineuses. Leurs proies, elles aussi, sont dotées d'un squelette chitineux ou interne, tout comme ces faunes épibenthiques, endobenthiques, pardon. Tout cela, en fait, fait partie d'une suite de phénomènes qu'on appelle l'hypothèse de la reine rouge. C'est également la course à l'armement. Les proies se protègent, les prédateurs deviennent plus gros et acquièrent de nouveaux appareils pour pouvoir écraser, mastiquer les proies. Les proies deviennent plus grosses ou
se protègent en intégrant le fond marin ou en développant du mimétisme. Donc là, on a tout un tas de nouveaux comportements qui sont générés en cascade par cette nouvelle biodiversité. On va passer très rapidement sur le reste du Paléozoïque, cette ère qui s'écoule entre 540 et 252 millions d'années. Vous avez ici le phénomène majeur qui correspond à la conquête des continents. C'est ce qu'on appelle aussi la terrestrialisation. On a d'abord une colonisation des continents par les plantes et les arthropodes, donc colonisation d'abord de l'eau douce, puis des berges, des marécages. Les premières plantes vont ainsi puiser des nutriments dans le sol, dans le sol, s'y dégrader et constituer les premiers sols véritables qui vont ensuite être utilisés par d'autres organismes, champignons, animaux, pour s'y développer. Et c'est le début des écosystèmes continentaux terrestres. Enfin, peu de temps après, les vertébrés, comme ici Tiktaalik, vont coloniser les continents, toujours au Dévonien supérieur. Donc là, c'est une période extrêmement importante. Le Dévonien, c'est le moment où plantes arthropodes, c'est-à-dire notamment les arachnides et les scorpions, se développent, colonisent les continents, puis les vertébrés. À la fin du Paléozoïque, on va enregistrer la plus grande crise biologique de tous les temps géologiques. C'est ce qu'on appelle la crise Permien-Trias, et vous avez déjà dû en entendre parler pendant vos cours au collège ou au lycée. Environ il y a 250 millions d'années, quelles en sont les causes? Alors en tout cas, déjà observons-en les effets. C'est la plus grande crise de tous les temps géologiques, c'est à 250 millions d'années, et on voit, c'est ici la flèche la plus longue et la plus épaisse. Les groupes animaux sont affectés, pour beaucoup d'entre eux, avec plus de la moitié des familles d'organismes marins qui disparaissent, pratiquement 9 espèces sur 10 qui disparaissent. On dirait qu'il y a 2 phases successives. Certains groupes semblent subir une extinction sélective. On ne va pas rentrer dans le détail. Ce qui est en noir, c'est ce qui est utile. Ce qui est en gris, c'est pour ceux que ça intéresse vraiment. En milieu marin, on va avoir quelques groupes qui déclinaient déjà depuis des millions d'années, les trilobites, qui disparaissent. Alors eux, on va dire que c'est quasiment pas étonnant. Ils étaient déjà en déclin. En revanche, plusieurs espèces disparaissent alors qu'elles appartenaient à des groupes qui étaient jugés florissants. Très très nombreux, très abondants. Et là, on va avoir énormément de pertes. Et dans pratiquement tous les groupes, on ne va plus avoir que 10 à 15% de la diversité qui survit. C'est la même chose en milieu continental, à cela près que pour les flores, il n'y a pas d'extinction massive. On a une réduction de la diversité depuis très longtemps, plusieurs dizaines de millions d'années, et les écosystèmes se sont réorganisés. Pour les faunes continentales, ça dépend. Les vertébrés vont avoir une très grande baisse de la diversité, 3/4 des familles en plusieurs phases, et cette extinction est sélective, là encore, avec des petits moins atteints que les gros. Pour les insectes, il faut dire que le Permien supérieur correspond à un pic de diversité, donc on a une chute mécanique, mais on n'a pas de grand ni d'excellent contrôle de cette chute de la diversité. Parmi les causes plausibles, on va avoir les changements climatiques et géographiques. Alors ici, vous avez une courbe qui paraît très complexe. Le temps se lit de gauche à droite, depuis l'origine de la Terre jusqu'à aujourd'hui.
et vous avez deux courbes. Une première courbe bleue qui correspond aux variations relatives de température et une courbe violette correspondant à la pression en CO2. Ici, vous avez une augmentation forte de la température juste avant le précambrien, entre l'Ordovicien et le Silurien. Une un peu plus faible entre le Jurassique et le Crétacé. Mais la plus forte augmentation de température connue correspond au Permien. Pendant tout le Permien, on va avoir une augmentation considérable, environ une dizaine de degrés à l'échelle du globe. C'est vraiment considérable. Et le paroxysme de cette augmentation de température est à la limite entre le Permien et le Trias. Donc on peut imaginer qu'il y a de grosses conséquences sur la biodiversité. En effet, avant la fin du Permien, il y avait des sédiments glaciaires avec des flores ici de Glossopteris portant des cernes de croissance, donc de la marque de saison marquée. Ici, vous avez l'enregistrement de ces flores à Glossopteris sur les continents du Sud, ce qu'on appelle le Gondwana. Amérique du Sud, Afrique, Inde, Madagascar, Antarctique, Australie. Tout cela, ce sont les continents qui étaient réunis dans un supercontinent appelé Gondwana. Vous le voyez ici. Ce Gondwana était centré sur l'Antarctique déjà, au pôle Sud. À ce moment-là, on a un continent géant qui se crée. Le Gondwana rejoint la Laurasie et forme la Pangée. Ce supercontinent va entraîner une continentalisation du climat, ce qui va entraîner l'évolution vers une aridité accrue, plus grande aridité. La zone équatoriale, elle est très restreinte, mais les déserts sont quant à eux développés. Donc on va avoir tout un tas de phénomènes qui se développent. D'abord, au Permien inférieur, on a, vous voyez ici, les températures à l'équateur. Les températures changent finalement très peu entre le Permien et le Trias, au niveau de l'équateur. En revanche, on a pratiquement 40 degrés d'amplitude thermique entre la température supposée au pôle glaciaire au Permien inférieur et la température modélisée au pôle au Trias inférieur, où on ne descend pas en deçà de 0 degré. Donc pas de gel annuel. C'est cette amplitude-ci qui fait que on va avoir une énorme crise pour la biodiversité avec beaucoup de changements physico-chimiques également dans les océans. Parmi ces changements physico-chimiques, au Permien, on est au plus bas de la pression partielle en CO2 de tous les temps phanérozoïques, sauf la fin du tertiaire et le quaternaire. Et puis tout d'un coup, pendant le Trias, ça va augmenter en flèche. C'est la courbe violette. Tout cela suit une période de baisse considérable de la pression en CO2 liée à la colonisation des continents par les plantes photosynthétiques qui vont piéger ce CO2. Ce piégeage du CO2 se fait du vivant des plantes et le CO2 reste piégé dans le charbon et dans tout ce qui est organique qui va se fossiliser au cours du Carbonifère. C'est précisément ce que l'on recherche dans les carburants fossiles, et notamment le charbon, piégé au Carbonifère. Finalement,
à la fin du Permien. Ce carbone qui a été piégé dans les sédiments du Carbonifère et du Permien va s'oxyder, enfin va être remobilisé en relation avec l'oxydation des dépôts carbonés ou carbonatés. Et donc on va avoir une augmentation de la pression en CO2, notamment liée à des dégazages volcaniques. On a en particulier des volcans géants en Chine, à 255 millions d'années, et en Sibérie, vers 251 millions d'années. C'est cette région ici en orange, les trappes de Sibérie. Ces trappes de Sibérie ont une surface énorme. Cette surface énorme correspond à 4 à 14 fois la superficie de la France hexagonale. Donc c'est vraiment considérable. Vous voyez ici, cette France hexagonale, elle est par là. Vous imaginez une surface correspondant à toute l'Europe recouverte de coulées. Alors attention, sur ce schéma, le temps va de droite à gauche. Et on voit qu'à cette époque-là, pendant le Permien, on a une coïncidence d'une baisse considérable, là encore, du niveau marin, pratiquement 200 mètres de différence entre le niveau marin au milieu du Permien et le niveau marin à la fin du Permien. Ça, cela signifie que toutes les zones marines qui étaient littorales ou qui étaient le long de la plateforme, les zones les plus riches en biodiversité, bien tout d'un coup, ou progressivement, elles passent de marines à terrestres. Donc ces organismes marins vont devoir bouger, se déplacer lorsqu'ils le peuvent vers les grands fonds, et il va y avoir beaucoup moins d'espace disponible. En même temps, les terres qui étaient jusqu'alors recouvertes par des mers peu profondes vont devenir terrestres, vont devenir émergées, et il va y avoir, c'est là, de l'altération, une altération physique et chimique qui conduit à des changements physico-chimiques, là encore, de l'équilibre des océans. Donc cette réduction des surfaces habitables va également être accompagnée d'une fragmentation des milieux, organismes marins. Et finalement, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'on a plusieurs épisodes successifs avec des extinctions sélectives et que les changements environnementaux intenses se conjuguent. Tout cela a une influence plus ou moins marquée sur la biosphère selon l'histoire évolutive des taxons, qu'ils soient aquatiques, qu'ils soient terrestres, qu'ils soient marins, qu'ils soient continentaux. Tout ça, ça va jouer sur le maintien ou non de la diversité et générer la plus grande crise biologique de tous les temps. Plus près de nous, et peut-être quelque chose qui vous est plus familier, c'est la crise Crétacé-Tertiaire. On dit aujourd'hui aussi la crise Crétacé-Paléogène. On va en voir les modalités, essayer d'en retrouver les facteurs et leur mode d'action. Vous allez voir qu'on va retrouver des caractéristiques communes à la crise précédemment évoquée, comme par exemple une énorme régression marine pendant plusieurs millions d'années, entre le Crétacé et le Tertiaire, le temps se lit de droite à gauche, on est ici, une perte colossale de surface marine, avec les habitats peu profonds qui sont touchés, les espaces côtiers qui sont fragmentés, les eaux douces deviennent plus étendues, et tout cela tend vers un refroidissement généralisé par continentalisation. Là encore, on a d'énormes éruptions volcaniques, basaltiques, plus en Sibérie, mais en Inde et un peu au Pakistan. C'est ce qu'on appelle les trappes du Décan. Si vous avez des successions basaltiques sur à peu près 2 km d'épaisseur par endroit. Et vous avez ici donc cette surface qui correspond à 4 fois la France hexagonale,
pour un volume de 2 millions de kilomètres cubes, c'est-à-dire 1 km de haut sur 2 millions de kilomètres carrés. Autre cause, l'impact d'un astéroïde géant. Cet astéroïde, qu'on imagine d'une dizaine de kilomètres de diamètre, on va voir où il a frappé la Terre. On connaît son existence, ou en tout cas on suppose son existence grâce à plusieurs indices, comme des quartz choqués, des magnétites nickelifères et le taux élevé d'un platinoïde, l'iridium, sur Terre, de divers endroits. Alors évidemment, c'est un événement qui a une durée instantanée et immédiate. On a l'impact avant aucun signe avant-coureur, puis l'impact et l'effet immédiat et dure au moins quelques années. On ne sait pas exactement, c'est toujours controversé entre l'hypothèse d'une contemporanéité avec l'extinction massive ou le fait que ce soit un peu avant, bien avant, qu'il y ait eu plusieurs impacts. Toujours est-il que le meilleur candidat pour cet impact, c'est dans le golfe du Mexique. Ici, cette zone-là, qui a été révélée par des anomalies gravimétriques, on a une zone ronde d'une centaine de kilomètres de diamètre et qui correspond bien à ce qu'on peut modéliser de l'impact d'un astéroïde de 10 km de diamètre. Les foraminifères, qui sont des micro-organismes marins, vont, on le voit, disparaître progressivement pendant le Crétacé, la fin du Crétacé, ça c'est lié à la régression marine, et puis par paliers successifs. On a ces 3 paliers successifs autour de la limite Crétacé-Paléogène. Sur ce schéma beaucoup plus complet, on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques, des extinctions progressives pendant le Crétacé, puis une grosse extinction. Finalement, on a des petites sphérules typiques de l'impact de l'astéroïde Chicxulub. Et puis finalement, selon cette hypothèse-là en tout cas, certaines formes vont survivre, comme là, et c'est seulement après qu'on va avoir la limite entre le Crétacé et le Tertiaire. Donc finalement, selon cette hypothèse-là, on a les exterminés, les survivants, et puis les nouveaux, les fondateurs de la biodiversité du Tertiaire. On pourrait avoir donc, selon cette hypothèse-là, l'impact du météorite qui a effectivement une grosse incidence sur la biodiversité, mais avant la limite Crétacé-Tertiaire réelle. Encore une fois, ce qu'on peut en déduire, c'est que sur les modalités et les causes des extinctions entre le Crétacé et le Paléogène, c'est qu'on a des causes multiples qui sont conjuguées, et c'est encore une fois la conjonction ou la conjugaison de ces causes multiples qui est à l'origine d'une crise aussi douloureuse pour la biodiversité. Une seule cause, on va avoir un groupe qui souffre ou qui s'éteint, mais quand on a plusieurs causes, ces causes sont nombreuses, durables, c'est là et seulement là qu'on va avoir des crises majeures pour la biodiversité. Donc on a la régression marine qui s'étage sur 2 ou 3 millions d'années, le volcanisme intense qui s'étale sur un demi-million d'années, et enfin l'impact météoritique qui lui est instantané, mais pourrait avoir constitué le coup de grâce pour des populations, des espèces et des groupes entiers déjà affaiblis. Petite parenthèse, ça ne surprendra plus personne, on peut poser la question de la disparition des dinosaures. En effet, la plupart du temps, quand on évoque la crise Crétacé-Tertiaire, on l'assimile à la disparition des dinosaures, comme on le voit sur ce schéma un petit peu caricatural. C'est l'hiver, mais c'est également le crépuscule des dinosaures. Finalement, non, les dinosaures n'ont pas disparu, vous le savez tous, puisque
Ces dinosaures, ici, survivent aujourd'hui en la personne des oiseaux. Ces oiseaux modernes sont la dernière branche qui survit de toute la diversité des dinosaures du Mésozoïque. L'extrême majorité d'entre eux a disparu à la fin du Crétacé, mais une branche a survécu. C'est ce qu'on appelle les oiseaux. Ces oiseaux sont des dinosaures, comme on peut s'en convaincre en regardant les pattes d'un poulet muni d'écailles, ou encore un élément encore plus curieux, c'est ce qu'on appelle la fourchette. Cette fourchette, ici, qu'on voit ici chez un pigeon, est dotée d'un plateau chez le poulet. Et ça, vous en avez tous déjà vu. C'est cet os qu'on va enlever d'un poulet et dont on peut se servir pour faire un souhait. Cet os-là, en fait, plus proprement, il faudrait dire ces os-là correspondent à la fusion des deux clavicules, qu'on appelle donc la furcula ou la fourchette. Eh bien, figurez-vous que ces clavicules fusionnées existent chez tous les oiseaux, dont l'un des premiers d'entre eux, Archaeopteryx, mais elles préexistaient aussi chez des dinosaures non dotés d'ailes, que sont Vélociraptor ou les allosaures. C'est un seul groupe de dinosaures qui a ça, parce que les plus anciens n'avaient, comme Coleophysis, qui leur sont apparentés pourtant, n'avaient pas de fusion de cette clavicule. Donc c'est seulement chez les allosaures, les vélociraptors et les oiseaux qu'on va se retrouver avec des clavicules fusionnées. Allez, on va terminer par un dernier épisode, très proche dans le temps, celui-là. Il est très proche dans le temps, et pourtant, on va voir que la biodiversité peut vous paraître éloignée de l'actuel. Ici, vous avez une représentation du globe en planisphère lors du dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans. On constate tout de suite que les cartographes n'ont pas eu besoin de beaucoup d'efforts, notamment pour cartographier l'Antarctique, intégralement recouvert de glace, l'Arctique, le sud de l'Amérique du Sud, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et le Grand Nord, européen, américain, eux aussi recouverts de glace. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est le dernier maximum glaciaire, la Terre est froide, très froide. La faune qu'on peut retrouver dans la région de Montpellier, elle est composée de rhinocéros, laineux, c'est un groupe qui n'existe plus aujourd'hui, de bisons, de rennes, de chevaux, de lions des cavernes, d'hyènes des cavernes, de panthères, oui, dans toute l'Europe il y avait des panthères, d'ours des cavernes, d'hommes, et puis de cet animal-là qui est un glouton. Ces gloutons, on les retrouve aujourd'hui dans le grand nord sibérien canadien, en Alaska. Jamais de la vie, on ne pourrait supposer que ces animaux du Grand Nord ont pu se retrouver associés à des hyènes, des panthères ou des lions, qu'on connaît aujourd'hui seulement dans les régions intertropicales, eux-mêmes en association avec des rennes, des bisons ou des rhinocéros laineux. Donc on a à cette époque-là, même s'il n'y a que 20 000 ou 30 000 ans qui nous séparent de l'actuel, on a une mégafaune tout à fait différente de l'actuelle. Il faut dire que les paysages de l'Europe sont eux aussi très distincts de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Voici une reconstitution de l'Europe avec un code de couleur correspondant au couvert végétal. Végétal ou pas d'ailleurs, puisque tout le nord de l'Europe, les Alpes, le Massif central et les Pyrénées étaient recouverts de glaciers. Le nord
de la France, et toute la bande qui jouxtait cette zone de glacier était recouverte de toundra. Enfin, les bassins sédimentaires, Loire, Garonne, Rhône, étaient couvertes de steppes, cependant que le Languedoc et l'Espagne ou l'Italie, donc l'Europe méditerranéenne, la Grèce, étaient recouvertes de forêts. Peut-être quelque chose vous est encore plus surprenant. Essayez de voir ce qui se passe ici. Ici, c'est la Manche, la mer du Nord. Et alors, que voyez-vous? On voit que c'est reconstitué comme étant lié à la présence de toundra. La toundra, c'est pas vraiment un paysage aquatique. Comment on le sait? On le sait tout simplement parce que quand on drague le fond de la mer du Nord ou de la Manche, on peut tomber sur ce type de spécimen. Alors ici, vous avez un crâne de mammouth laineux. Alors les mammouths laineux, aucun problème, c'est pas aquatique. C'est tout simplement que ces animaux vivaient dans la toundra qui recouvrait le fond des vallées. Ces vallées sont aujourd'hui le fond de la mer du Nord ou le fond de la Manche. À l'époque, c'était un ruisseau, au mieux une rivière. On peut trouver des restes de mammouths, de rhinocéros et même de l'outillage lithique, des outils laissés par des hommes qui ont chassé les mammouths, les rhinocéros. En même temps, un peu avant, il y a 50 ou 60 000 ans, en Australie, on avait à peu près ce panorama-là de la biodiversité, de ce qu'on appelle la mégafaune, les grands animaux de l'Australie. Et là, on voit très bien qu'on a une foule de kangourous de grande taille, des kangourous à museau court, ici, de grande taille, une tortue à cornes, des échidnés, donc des cousins des ornithorynques de grande taille. On a un serpent gigantesque, un survivant du Crétacé, un oiseau de grande taille, un cousin des autruches et des émeus, qui s'appelle Géniornis, un varan gigantesque, Mégalania, un koala gigantesque lui-même, et puis un dernier groupe très diversifié qui s'appelle les wombats. Le groupe des wombats, diprotodontes, est représenté aujourd'hui par les wombats, mais à l'époque représenté par des méga wombats, des gigantesques wombats qui s'appellent diprotodons par exemple, jusqu'à 2 tonnes. Cette diversité-là, j'ai même jusqu'à 3 tonnes, cette diversité-là, elle n'a pratiquement plus aucun représentant aujourd'hui. Ah si, les hommes. Alors, quelle est la raison, ou quelles sont les raisons de la disparition de cette mégafaune en Australie? Voilà une reconstitution plus imagée de la mégafaune pléistocène d'Australie, qui a vécu entre 130 000 et 15 000 ans, mais c'est surtout éteinte il y a 45 ou 50 000 ans. On peut voir les éléments principaux de cette diversité: kangourou géant à museau court, diprotodon, Géniornis, on dirait une oie géante, Mégalania, et puis un loup marsupial, et le thylacine ici. Ici, le face-à-face entre le varan géant Mégalania et ces oiseaux géants eux-mêmes, qui s'appellent Géniornis, tels qu'ils sont parus dans un bouquin pas trop mauvais qui s'appelle Le mystère des géants disparus. Alors, quelle est la cause de l'extinction de ces formes en Australie? Voilà pour l'Australie, ici. Je vais remettre le pointeur. Pour l'Australie, on a 100% de la mégafaune qui a survécu jusqu'à 20 000 ou 30 000 ans, et puis un déclin énorme avec pratiquement plus de mégafaune aujourd'hui. C'est la flèche correspondant à cette
extinction massive. La petite flèche noire, ici, indique quand l'homme est arrivé en Australie. L'homme est arrivé il y a 60 000 ans à peu près. Et alors? Rien. Pas d'incidence pendant 30 à 40 000 ans de la présence humaine. Très bien, donc l'Australie, c'est un contexte un peu particulier, c'est une île gigantesque, et vous savez que l'évolution sur les îles, elle est particulière. Que se passe-t-il en Afrique? En Afrique, on a 100% de la mégafaune préexistante qui survit. Avec une toute petite fluctuation ici, il y a à peu près 50 à 60 000 ans. Puis la mégafaune se stabilise. On a une baisse à nouveau, il y a quelques milliers d'années. Et puis, finalement, très peu d'érosion de cette biodiversité des formes géantes en Afrique. Or, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et en Afrique, il y avait déjà des humains bien avant, probablement une forte densité de population déjà, et aucune incidence sur la diversité, ou peu en tout cas, sur la diversité des grands oiseaux et des grands mammifères de l'homme. Pourquoi alors ce changement considérable en Australie? On va voir un autre éclairage, l'Amérique du Nord. En Amérique du Nord, on a en même temps une augmentation, on est entre 100 000 ans et 100 ans. Attention, le temps est en logarithme, décimaux. Une augmentation de la diversité de cette mégafaune en Amérique du Nord, jusqu'à atteindre un plateau autour du dernier maximum glaciaire et un peu après, et puis une réduction énorme de la biodiversité avec une biodiversité qui reste vestigiale, un peu plus élevée qu'en Australie et bien plus basse qu'en Afrique. L'arrivée de l'homme est plus ancienne, bien plus ancienne, autour de 20 à 30 000 ans. Et l'homme arrive et rien. Madagascar, on a à peu près la même, et en Nouvelle-Zélande, qui sont là aussi deux îles de grande taille avec une biodiversité très très particulière, puisque cette biodiversité, autant en Nouvelle-Zélande qu'à Madagascar, elle est constituée d'animaux qui ont une origine locale et qui ont vécu et qui ont évolué sur place, ce qu'on appelle une faune endémique. Ces faunes-là connaissent un essor jusqu'au dernier maximum glaciaire, un plateau jusqu'à il y a 700-800 ans, et une éradication totale. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors là, l'arrivée de l'homme est bien plus tardive. Elle est bien plus tardive et elle est intervenue il y a un peu plus d'un millier d'années. Et donc là, attention à l'échelle logarithmique, c'est en 400 ou 500 ans que cette biodiversité s'est effondrée. 400 ou 500 ans, c'est le temps qu'il a fallu, cette fois-ci, à l'homme, pour faire disparaître cette biodiversité-là. D'abord, en Nouvelle-Zélande en particulier, avec les premiers, et à Madagascar aussi, les premiers hommes qui ont gagné depuis le continent l'île, et enfin, il y a 500 ou 600 ans, c'est le moment où on va avoir la colonisation par les Européens. Et là, contrairement à ce qui se passait en Amérique du Nord, en Australie ou de manière encore plus marquée en Afrique, on n'a pas affaire à des populations humaines qui sont avec une démographie réduite, des effectifs réduits, avec une industrie ou une technologie réduite. Là, on a carrément des fusils, des mousquets. Et c'est immédiat, on va assister à la disparition de cette mégafaune. Donc on voit dans tous les cas qu'ici, sur ces grandes aires géographiques-là, l'extinction de la mégafaune intervient de manière diachrone, pas synchrone. C'est
à plusieurs moments, pas selon les mêmes modalités, et on peut l'imaginer pratiquement pas en relation avec l'émergence, l'essor ou la colonisation du continent par l'homme. Donc quel peut être l'autre facteur majeur susceptible d'expliquer cette extinction de la mégafaune? Nous sommes là, sous la forme d'une question dont on pourrait pratiquement lever le point d'interrogation. Tout simplement, c'est le climat qui joue un rôle majeur pour les extinctions de la fin du Pléistocène, extinction de la mégafaune. Voyez, Homo sapiens arrive ici, en Europe, il y a 44 000 ans. Et alors, rien. Les éléments de la mégafaune se maintiennent autant en Amérique du Nord et en Eurasie, en noir, en bleu, se maintiennent sans qu'il y ait la moindre disparition. Ces disparitions semblent être graduelles avec un coup de grâce à la fin du dernier épisode de refroidissement qui culmine au cours du dernier maximum glaciaire. À la fin du dernier maximum glaciaire, on va avoir un réchauffement ici. Là, on a l'arrivée manifeste d'Homo sapiens en Amérique du Nord. Et là, peut-être, effectivement, Amérique du Nord, je rappelle, c'est en noir. On a quelques formes qui sont contemporaines entre l'homme et la mégafaune nord-américaine. Et avec une disparition. Ici, c'est les températures telles qu'elles sont modélisées grâce au delta O18. On voit qu'on a de grandes fluctuations. Cette fluctuation, vous voyez que ça coïncide, le réchauffement qu'on a ici, coïncide avec l'apparition ou la présence de toutes ces formes-là. Refroidissement, ce refroidissement correspond à l'extinction de tout un tas d'espèces, et puis le réchauffement qui s'ensuit, réchauffement final qui correspond à l'époque Holocène, cet interglaciaire auquel nous appartenons encore aujourd'hui, sonne le glas de toute la mégafaune européenne, nord-américaine. Donc finalement, ce qu'on voit ici, c'est que le rôle de l'homme en Europe est nul, en Amérique du Nord, il est possible, mais qu'en tous les cas, le facteur majeur, c'est le climat. Ce qui est sûr également, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on est au cœur de ce qu'on appelle la 6e extinction. Cette 6e extinction, elle fait suite aux 5 autres qui ont eu lieu pendant le Paléozoïque, qui ont eu lieu pendant le Mésozoïque. Là, c'est la première qui soit aussi bien documentée, malheureusement, qui soit aussi bien connue, et dont on connaisse aussi bien la vitesse, qui n'a pas d'équivalent, pas d'analogue. Ce que vous voyez ici sur ce document, c'est les pourcentages des espèces qui sont en danger. Pour les amphibiens, 41%. Pour les oiseaux, 13%. Et c'est encore pire pour certains autres organismes. On a par exemple 24% des espèces de mammifères qui sont en danger. Ces formes, on va probablement ne les voir survivre que dans des parcs zoologiques, dans des réserves, dans des aquariums ou des vivariums. Nous en sommes conscients. Nous, paléontologues, avons également pleinement conscience de ce que cela peut être un phénomène naturel. Ce qui est sûr, c'est que ce phénomène naturel, il est aujourd'hui amplifié par l'intervention de l'homme, l'homme qui depuis 2 siècles ou 3 siècles environ laisse son empreinte sur l'environnement à tel point que l'on appelle maintenant l'époque contemporaine
l'Anthropocène, l'époque où l'homme laisse son empreinte. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous laisse. On va se retrouver tout bientôt en vrai dans les amphithéâtres et nous pourrons à loisir discuter de ce thème de l'extinction et des diversifications, notamment sur les 2 millions d'années qui ont précédé l'époque actuelle. Le cours y sera dédié. D'ici là, vous pouvez retrouver les principales thématiques de ce cours dans des livres qui sont disponibles à la bibliothèque universitaire ou qui sont disponibles en livre électronique notamment. Il sera question d'extinction et des raisons de cette extinction, qu'elle soit liée à pas de chance ou à un déterminisme génétique. Vous avez également le livre qui est à droite ici, de Stephen Jay Gould, La vie est belle, où sont mis à mal beaucoup de clichés sur l'évolution et sur l'anthropocentrisme. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine semaine pour un cours sur les extinctions et le rôle de l'homme.